fréquent en réanimation, qui ne touche pas que le traumatisé crânien, pas que l'hémorragie méningée, mais probablement l'ensemble des patients cérébrolésés. Et je pense que l'idée d'étendre le sujet du topo aux cérébrolésés en général est probablement une approche, à mon avis, importante. Même si, vous allez le voir, et c'est peut-être une limite de ce genre d'exposé, la plupart des données dont on dispose dans la littérature sur ces problématiques-là sont issues des patients traumatisés et un petit peu des pathologies hémorragiques cérébrales. Je n'ai pas de déclaration de conflit d'intérêts. Alors, la problématique de la défaillance respiratoire chez le cérébrolésé, c'est un véritable problème. Dans ce registre américain récent publié dans Neurosurgery, sur plus de 200 000 patients, la fréquence du SDRH chez ces patients-là est élevée, et environ 20%. Et surtout, elle impacte la mortalité de manière significative. Et vous pouvez voir que pour une moyenne d'âge, on va dire, d'une quarantaine d'années, vous avez une mortalité qui est multipliée par 5 lorsqu'il existe une atteinte pulmonaire et cérébrale concomitante. Alors, beaucoup d'auteurs se posent la question de dire finalement pourquoi, et la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire oui, il y a des objectifs thérapeutiques contradictoires lorsqu'on prend en charge un patient neurolésé et présentant une défaillance respiratoire. D'un côté, il faut absolument limiter l'agression cérébrale secondaire qui pourrait être liée aux problèmes systémiques, notamment l'hypoxémie, l'hypercapnie. On en reparlera bien sûr tout au long du topo. Et d'un autre côté, la littérature maintenant est assez unanime pour dire que dans le cadre du SDRA, mais probablement pour l'ensemble des patients que nous prenons en charge, dès la phase du bloc opératoire d'ailleurs, la ventilation doit être protectrice, c'est-à-dire des volumes courants plutôt petits, utiliser une pression téléexpiratoire positive, et notamment dans le SDRA, on connaît maintenant le bénéfice des manœuvres de positionnement, et en particulier le décubitus ventral. Et il est, je dirais, assez de bon sens de se dire qu'effectivement, un malade plutôt hypercapnique, un malade en décubitus ventral, un patient chez qui on va monter la pression intrathoracique, peut-être cela va induire une aggravation des lésions cérébrales. Alors, chez les patients de neuroréanimation, dans cette étude de l'équipe, une équipe italienne, effectivement, on peut montrer que l'incidence de l'atteinte pulmonaire chez les patients de neuroréanimation augmente avec une ventilation à volume courant élevé. Alors, je dirais, on peut le montrer en dehors de la neuroréanimation, mais en tout cas, ça a été montré dans cette population-là. Alors, que craint-on finalement avec cette ventilation? Si on posait un peu plus le problème avant d'aborder ces points-là étape par étape. Alors, des effets hémodynamiques, bien sûr, de la ventilation en pression positive, avec une augmentation des pressions intrathoraciques et par le biais des interactions cœur-poumon, une baisse du débit cardiaque, de la pression artérielle moyenne, et donc qui pourrait compromettre la pression de perfusion cérébrale. Je pense que Jacques Duranteau, tout à l'heure, vous parlera beaucoup plus précisément de ces aspects-là, mais aussi un effet direct qui pourrait être secondaire à l'augmentation de la pression veineuse centrale transmise à la pression jugulaire, qui empêcherait un retour veineux cérébral normal. Et on a tous l'expérience de la compression veineuse jugulaire qui entraîne effectivement une augmentation importante de la pression intracrânienne. Les variations de capnie aussi, bien sûr, dans le sens de l'hypercapnie, avec une vasodilatation cérébrale, on en reparlera, avec un risque d'hypertension intracrânienne, mais aussi, beaucoup plus traite probablement, de l'hypocapnie, avec une vasoconstriction qui amènerait à l'ischémie. Et donc une difficulté probablement dans la phase aiguë de ces patients, chez qui la température change, chez qui la volémie change, la sédation change, l'adaptation au ventilateur, à contrôler cette PCO2 avec des risques secondaires. Et puis enfin, et là malheureusement au jour d'aujourd'hui on aura probablement peu d'effets sur cet aspect-là, là les organes, enfin le cerveau et le poumon, je dirais, communiquent entre eux, entre guillemets, dans le cadre de l'agression, et on peut montrer, il y a des données dans la littérature que je n'ai pas détaillées ici, que effectivement, les patients qui ont une atteinte cérébrale grave ont une agression pulmonaire d'origine humorale, neuro-endocrine probablement, et vice-versa, c'est-à-dire que l'inflammation pulmonaire donne une réponse inflammatoire qui aura un impact sur le cerveau, et cela donne lieu à des publications très intéressantes d'ailleurs. Alors, je vais essayer au long de ce topo d'essayer d'aborder les aspects principaux de la ventilation pour essayer de nous aider, de vous aider au lit du patient, pour essayer de sortir du dilemme du réanimateur de garde qui est confronté au malade qui a la RDS et l'atteinte pulmonaire, l'atteinte cérébrale grave, qui est dans un contexte notamment d'hypertension intracrânienne. Alors, quelques rappels très rapides. Pour mémoire, la boîte crânienne est une boîte fermée, inextensible, d'un volume contraint.
contient quatre compartiments à l'état normal, un compartiment vasculaire, un compartiment tissulaire, un compartiment liquidien. Et il y a une capacité de compensation de toute augmentation de volume, notamment par une restriction du volume liquidien par déplacement du liquide céphalorachidien vers le secteur spinal, mais aussi par restriction du volume sanguin intracrânien et en particulier veineux. Si bien que lorsque le volume va augmenter, dans un premier temps, la compétence cérébrale reste suffisante et la pression monte peu. Et c'est lorsque vous aurez atteint la limite de compensation que vous verrez apparaître pour des très faibles variations de volume des pressions intracrâniennes extrêmement élevées. Et on connaît bien tout ça au lit du patient. Vous avez un patient qui est sédaté, qui est apparemment parfaitement adapté à son ventilateur, personne n'y touche, personne ne fait rien, et pourtant il se passe quelque chose, peut-être une variation de quelques dixièmes de degrés de température qui déclenche une poussée de pic. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est sur cette partie, je dirais, le point d'inflexion de cette courbe, et la moindre variation de volume, c'est de l'ordre de quelques millilitres, va pouvoir entraîner une augmentation de pression intracrânienne. Donc on imagine bien qu'une baisse du retour veineux liée à la ventilation ou une vasodilatation artérielle pourrait entraîner une augmentation du volume sanguin et une augmentation de pic, notamment chez ces malades les plus fragiles. Deuxième rappel important, la circulation cérébrale est une circulation autorégulée. Je vous rappelle rapidement que sur une plage importante de pression artérielle, normalement le débit sanguin cérébral est constant et cette autorégulation est liée à un effecteur artériolaire qui va faire varier les résistances vasculaires artérielles pour garantir un débit sanguin adapté à la consommation métabolique cérébrale. Et lorsque la pression artérielle va chuter, Rossner avait bien montré ça, eh bien, vous avez une diminution nette de cette PPC, de cette pression de perfusion cérébrale, qui va entraîner une vasodilatation compensatrice qui, malheureusement, se fait aux dépens d'une augmentation de volume sanguin cérébral. Et lorsque la compliance cérébrale va être basse, une augmentation de pression intracrânienne. Alors, reprenons rapidement donc ces différents aspects. Alors, qu'en est-il de la PO2 ? L'hypoxie, on le montre chez Voltaire-Saint, il y a des études qui sont très anciennes. J'ai pris une étude un tout petit peu plus récente. Lorsque vous créez une hypoxie chez un volontaire-sain, il y a un effet vasodilatateur cérébral qu'on voit très bien ici sur cette vitesse de l'artère cérébrale moyenne. Et cet aspect devient franchement significatif pour des SPO2 qui ne sont pas particulièrement basses. Chez l'animal, les premières études des années 70 montraient des valeurs plus basses. Chez l'homme, manifestement, dès 90% de saturation, vous avez une augmentation significative du débit sanguin cérébral par vasodilatation et donc, souvenez-vous, un potentiel risque d'augmentation du volume sanguin cérébral. En clinique, les études sont unanimes. Alors, je vous ai montré là des études, notamment des registres de l'étude Impact, qui colligent un ensemble d'études sur le pronostic du traumatisé crânien. Ces études sont unanimes. L'hypoxie à la phase notamment aiguë du traumatisme crânien est corrélée de manière constante à un mauvais pronostic pour des valeurs qui sont de l'ordre de 60 mm de mercure. Alors l'effet de l'hypoxie baisse le contenu artériel en oxygène, qui a pour effet une vasodilatation réflexe compensatrice, avec un risque d'augmentation de la pression intracrânienne. Alors il y a pas d'études dans la littérature pour vraiment asseoir une recommandation sur le niveau de PO2, le niveau de saturation auquel il faut rester chez ces patients cérébrolésés. La plupart des auteurs, et Young dans une revue 2010 proposait effectivement de dire que il paraissait quand même de bon sens de rester franchement supérieur à 90% de SPO2, et je pense personnellement que c'est vraiment la limite inférieure. Je pense que même il ne faut pas se taper au-dessus, et certains auteurs recommandent des PO2 entre guillemets normales, c'est-à-dire de l'ordre de 80-90 mm de mercure. Alors, PCO2, deuxième élément très important qui agit évidemment sur lequel la ventilation a un effet direct, par définition. Eh bien, la PCO2, le CO2 est un très puissant vasodilatateur sanguin, enfin vasodilatateur cérébral, des études qui sont anciennes, qui montrent qu'effectivement, vous avez une réponse linéaire du débit sanguin cérébral, donc par vasodilatation, courbe de droite, lorsque vous augmentez la PCO2. Et cette réponse se fait pour quelques millimètres de mercure de PCO2. C'est un vasodilatateur extrêmement puissant. Donc on imagine bien qu'en clinique, les variations de PCO2 ont un rôle extrêmement important. Chez le volontaire sain, vous voyez ici cette étude scintigraphique, effectivement, induire une hypercapnie de 6 à 7 mm de mercure ou inversement de baisser la PCO2 aux alentours de 30-31 mm de mercure va entraîner des modifications importantes du débit sanguin cérébral de l'ordre de 30%, augmentation du volume sanguin cérébral de l'ordre de 10% et vice-versa lorsque vous créez une hypocapnie. Cet effet de la PCO2 peut être corrigé, mais on peut montrer qu'en corrigeant le pH, effectivement, on peut contrecarrer l'effet vasodilatateur d'une augmentation de PaCO2. L'effet de l'hypocapnie
on vient de le dire, a un effet vasoconstricteur lorsqu'elle baisse. C'est un effet, je dirais, directement hémodynamique, mais a aussi un effet d'augmentation de l'oxytotoxicité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, et qui est beaucoup plus, je dirais, pervers, c'est que ce pH interstitiel va se tamponner progressivement lorsque vous laissez le malade hypoventiler. Et lorsque vous allez normaliser la PCO2, il va y avoir une vasodilatation, je dirais, supplémentaire. Hein. Vous allez induire l'équivalent d'une hypercapnie qui, sur un cerveau qui a été ischémie en hypocapnie, vous allez induire des lésions de reperfusion avec un stress oxydant, etc. Donc la gestion de la capnie est un élément très important. C'est un phénomène fréquent. 30 à 40% des patients qui arrivent à l'hôpital, notamment traumatisés, sont hypocapniques à l'arrivée à l'hôpital. Et même si l'intubation précoce améliore le pronostic des traumatisés, eh bien, il est clair que l'hypo ou l'hypercapnie précoce est dangereuse pour ces patients. On retrouve le même genre de données, je vous ai montré 2 études, mais dans l'arrêt cardiaque en particulier, cette étude de 2013, où effectivement, là aussi, de manière indépendante, l'hypocapnie et l'hypercapnie sont corrélées à un mauvais pronostic neurologique. Et vous voyez que lorsque le patient a fait les deux, eh bien, le pronostic est encore plus mauvais. Alors comment essayer de se prémunir de ça? D'abord, essayer de monitorer la PCO2, on y reviendra. La deuxième chose, c'est en neuroréanimation, probablement, dans les situations compliquées, peut-être, avoir une appréciation du débit sanguin cérébral. Alors, cette étude s'intéressait à créer une hyperventilation et regarder l'effet sur l'oxygénation cérébrale par le biais de la saturation veineuse et par la pression tissulaire en oxygène. Et vous voyez que lorsque vous baissez la PCO2, vous voyez les valeurs de SVO2 et les valeurs de PTiO2 qui vont être décalées vers la gauche et vers le bas, avec donc le signe d'épisodes de désaturation cérébrale qui sont en faveur d'une ischémie cérébrale, d'une hypoxie cérébrale. Et le deuxième élément important dans ce papier, c'est que vous voyez que ici, vous avez des patients qui ont des valeurs de SVO2 qui restent dans des zones, je dirais, normales, non critiques, supérieures classiquement à 55%. Bon, on pourra reparler du seuil éventuellement, mais et alors que vous avez très précocement des valeurs de PTiO2 qui sont basses, alors que les SVGO2 sont encore dans une zone normale. Donc, monitorer la valeur inférieure de PCO2 chez un malade, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on voit que les outils, en tout cas, qu'on a à notre disposition, on parlera probablement du Doppler tout à l'heure, sont pas forcément simples à interpréter. Alors, qu'en est-il de l'hyperventilation spontanée? On a tous vu ces patients de neuroréanimation qui ont une hyperventilation spontanée. Alors, faut-il la tolérer, pas la tolérer? C'est une question pas forcément simple. Eh bien, un élément de réponse quand même. Vous voyez que chez ces patients qui sont ventilés en mode assisté, traumatisés crâniens, des hémorragies méningées, ils sont faiblement sédatés, ils sont capables d'hyperventiler, ils déclenchent le respirateur de manière autonome, et vous voyez que ces patients vont avoir une hypocapnie responsable d'une diminution de la saturation en oxygène cérébral, donc le témoin d'une hypoxie cérébrale, alors même que personne n'a augmenté la ventilation, c'est le patient lui-même qui crée cette hyperventilation avec, comme tout à l'heure, une diminution linéaire, je dirais corrélée de la PTO2, donc un risque d'ischémie cérébrale. Et ce risque-là apparaît pour des valeurs de PCO2 qui sont relativement élevées. On voit que le cutoff se situe aux alentours de 35 mm de mercure. Je reviens un instant sur l'effet d'une hypocapnie que vous auriez laissé dériver. Cette étude est extrêmement intéressante. Et au lit du malade, on voit ça tous les jours. Tout le monde est content. Le malade a sa pique qui baisse. Et puis voilà. Et puis le lendemain matin, on se réveille. Et puis en fait, on se rend compte que la pique a baissé, mais la température du malade aussi. Et la PCO2, elle a franchement baissé aussi. Et nous, on dit il faut vite corriger cette PCO2 qui est trop basse, puisque j'espère vous avoir déjà convaincu que l'hypocapnie est dangereuse. Et puis là, que se passe-t-il? On revient à la valeur de PCO2 de quelques heures auparavant, et là on a une poussée de pic dramatique. Pourquoi? Eh bien parce que le temps que vous avez mis à diagnostiquer cette hypercapnie a laissé se mettre en place une compensation du pH interstitiel, la courbe en haut à droite, et donc revenir le diamètre artériolaire à une valeur, je dirais, normale. Et quand vous allez normaliser la PCO2, vous créez l'équivalent d'une hypercapnie. C'est ce qu'on voit sur la courbe de gauche. Vous voyez, un des auteurs qui ont fait chez l'animal des hyperventilations, et ils renormalisaient la ventilation de manière itérative. Vous voyez qu'au fur et à mesure,
on a une vasodilatation artériolaire en ordonnée de plus en plus importante qui revient à une vasodilatation relative et donc responsable éventuellement d'une poussée de pic. Qu'en est-il de la mesure de cette PCO2 en fonction de la température? Un débat, une littérature extrêmement abondante, notamment en chirurgie cardiaque depuis de nombreuses années. Papier très intéressant de nos collègues de Lariboisière et de cette année, là, paru cet été. Ils ont pris des malades en post-arrêt cardiaque, une vingtaine de malades, et ils ont comparé des paramètres d'oxygénation cérébrale et de Doppler entre une PCO2 corrigée à la température du patient, dit pH stat, et puis une mesure de PCO2 à 37 degrés, c'est-à-dire sans tenir compte de la température actuelle du patient. Mais vous voyez que sur cette cohorte de patients, en bleu, les patients qui sont en alpha-stat, c'est-à-dire sans tenir compte de la température du patient, font des épisodes de désaturation veineuse jugulaire de manière plus importante et une extraction cérébrale en O2 qui est plus importante, donc comme si on créait une hypocapnie relative lorsqu'on ne corrigeait pas la PCO2 à la température du patient, donc avec un risque d'ischémie cérébrale. Alors évidemment, en pratique clinique, ce n'est pas forcément évident de mesurer ces gaz du sang en donnant toujours la température du patient. Il y a d'autres équipes qui vont dire bah oui, il suffit juste de mettre une PCO2 un peu élevée lorsqu'on fait du alpha-stat. Personnellement, je pense qu'on doit être capable dans un service de réanimation de donner la température lorsqu'on mesure les gaz du sang. Alors, dans cette même étude, intéressant aussi, ils ont regardé le Doppler. Et effectivement, sur cette population de malades qui désaturent, eh bien, vous avez les indices de Doppler de perfusion avec des vitesses diastoliques qui sont plus basses, des index de pulsatilité qui sont plus élevés. Alors, c'est relativement intéressant. Maintenant, en pratique clinique, chez un malade donné, ce n'est pas toujours évident de savoir si on est au bon seuil ou pas. Donc, en résumé, sur la capnie, j'espère vous avoir convaincu là que l'hypocapnie est dangereuse et qu'il faut garder, bien sûr, l'hyperventilation uniquement dans les situations extrêmes de sauvetage parce que, effectivement, ça va vous sortir des poussées de pic extrêmement importantes, notamment lorsque vous avez des signes cliniques d'engagement, de modification pupillaire ou de mydriase, où là, le temps de faire le traitement définitif, probablement qu'il faut hyperventiler ce patient. L'hypercapnie peut aussi avoir une place, vous voyez, en créant une vasodilatation cérébrale par hypoventilation, augmentation du débit sanguin cérébral, au fur et à mesure que vous montez la PCO2. C'est probablement intéressant, peut-être, dans les hémorragies ménagées en vasospasme, mais attention, il faut que la pression intracrânienne soit contrôlée, ce qui n'est pas toujours si facile. Donc, quelle capnie? On pourra peut-être en reparler ensemble, mais une capnie normale, a priori. Ne pas tolérer l'hypocapnie, en tout cas sans monitorage, mais le monitorage, ce n'est pas si simple que ça. L'hypercapnie est probablement possible et parfois, dans certains cas, peut-être intéressante, mais elle est dangereuse sur le contrôle de l'hypertension intracrânienne. Je pense qu'il vaut mieux mesurer la PCO2 à pH stat, c'est-à-dire en prenant en compte la température du patient, en gardant les mêmes objectifs de PCO2. Monitorer cette PCO2 pour détecter les variations de PCO2, en sachant que le TCO2, ce n'est pas la panacée. Je n'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus, mais il y a des variations de delta entre la PCO2 et le TCO2 chez le malade qui peuvent vous induire en erreur. Et puis, probablement, à la phase initiale, se méfier des modes en pression contrôlée qui vous permettent moins facilement de contrôler la PCO2. Alors, la PEP, je vais essayer d'accélérer. Alors, la ventilation en pression positive, comme je l'ai dit tout à l'heure, on craint un effet hémodynamique indirect par la diminution de pression artérielle et un effet hémodynamique par augmentation de la pique, par diminution du retour veineux jugulaire. Alors, on montre depuis de nombreuses années qu'il y a des études qui sont assez contradictoires, mais enfin qu'effectivement, si vous mettez beaucoup de PEP, là ce sont des animaux, eh bien la pique va monter, la pression artérielle moyenne peut baisser, la PVC va monter. Quand on s'intéresse à l'homme, on a des données qui sont un petit peu plus, je dirais, subtiles. Là, vous voyez, des patients avec des AVC, effectivement, on met de la PEP, la pression artérielle moyenne la baisse, la PPC baisse, la pique monte peu, probablement, on en reparlera, la compliance cérébrale ne devait pas être si basse que ça. Et chez les patients qui ont une autorégulation conservée, bien ma foi, le volume, le débit sanguin cérébral, comme en témoigne la vitesse de l'artère cérébrale moyenne, ne bouge peu. Donc là, chez ces patients-là, vous voyez qu'effectivement, il y a un effet systémique avec une conséquence, en tout cas sur le cerveau, qui ne paraît pas très importante. Une étude assez intéressante de 2005 chez ces patients hémorragie ménagée, une dizaine de patients chez qui les auteurs ont fait des incréments de PIP de 5 à 20 et ils sont revenus à la pression artérielle avec l'infusion de vasoconstricteurs. Et vous voyez
qu'au jour numéro 1, 2 numéro 1 et 2, vous avez effectivement une diminution de la pression artérielle, effectivement une augmentation de la pression intracrânienne, une diminution du débit sanguin cérébral qui ne devient significative chez ces patients que pour 20 cm d'eau de PEP. Il y a effectivement une augmentation de la pression veineuse centrale, mais une faible transmission sur la pression jugulaire. Et il n'y a qu'au 7e jour que la restauration de cette pression artérielle chez ces malades en hémorragie méningée ne restaure pas complètement le débit sanguin cérébral et la valeur de pression intracrânienne initiale. Et l'hypothèse des auteurs, c'est donc que le principal déterminant est bien un effet systémique, que l'effet sur la pression veineuse est faible et que probablement, lorsque la compliance cérébrale est basse, eh bien, ça diminue la tolérance cérébrale des niveaux de PEP élevés. À noter que dans cette étude, les patients avaient une compliance pulmonaire normale. Alors qu'en est-il quand la compliance pulmonaire n'est pas normale? C'est quand même dans ces cas-là qu'on monte la PEP en général de manière importante. Et bien vous voyez que la transmission des pressions devient plus faible, c'est connu par ailleurs. Et donc là, vous voyez, groupe compliance pulmonaire basse en noir, eh bien il n'y a pas d'effet ou peu d'effet dans cette étude sur la pression de perfusion cérébrale. Et d'ailleurs, une autre étude montre la même chose. Il y a une relation inversement proportionnelle entre l'amélioration de la compliance chez les patients recruteurs et la variation de pic. Autre élément important, ça dépend du niveau de pic initial. Une étude assez ancienne, qui est intéressante, qui montre que si vous montez la pipe chez un malade qui a une pique élevée, finalement l'effet n'est pas forcément très élevé. Par contre, si la pique de base est normale, vous aurez un petit effet, qui d'ailleurs est cliniquement probablement peu significatif. Une des hypothèses, effectivement, c'est qu'il y a un effet résistance de Starling à l'entrée des veines corticales dans le sinus dural qui bloque la transmission l'augmentation de la pression veineuse vers le secteur intradural par l'augmentation de la pression intracrânienne. Je vais passer cet aspect-là. Un autre élément important est la position du malade. La position du malade, on peut montrer que lorsque vous avez un patient à qui vous mettez de la PEP, le fait de le mettre en proclive va diminuer, pour autant qu'il y ait un effet de la PEP sur le retour veineux sanguin cérébral, de manière très importante, l'effet de cette PEP en proclive. Donc la PEP a un effet modéré mais difficile à prévoir. C'est surtout un effet hémodynamique systémique qui va dépendre de la compliance pulmonaire et de l'existence ou non d'une autorégulation. Un effet sur le retour veineux qui, lui, est aussi relativement modéré. Et qui va dépendre de la réserve de compliance cérébrale, de la pique initiale. Et donc, en pratique, utilisez la pipe dont vous avez besoin en monitorant le malade. Le décubitus ventral, très peu d'études, une seule étude qui montre qu'effectivement, on peut utiliser le décubitus ventral. Alors, en pratique, on l'a fait. Il faut quand même faire attention à comment on met la tête. Ce n'est pas toujours évident. Et si la pression intra-abdominale est élevée, ce n'est pas forcément simple non plus. Mais enfin, en tout cas, dans cette étude, ils n'ont pas de variation significative de la pression intracrânienne. Les techniques extracorporelles, j'en dis juste un mot. Il n'y a que des cas rapportés dans la littérature. Il y a le problème de l'anticoagulation, bien évidemment. L'ECMO, avec les épuis héparineux, peut probablement rendre des services. Les techniques des corps imposent encore une anticoagulation qui ne sont pas forcément compatibles avec les lésions du malade. Je passerai là-dessus. Et donc, en conclusion, retenez que l'aggravation pulmonaire et cérébrale, il y a une aggravation réciproque, donc on ne peut pas sacrifier l'un aux dépens de l'autre, ça serait probablement contre-productif. La ventilation doit rester protectrice et l'oxygénation cérébrale doit être garantie. Des PO2 supérieurs à 80, une PCO2 supérieure à 35 me paraît une règle de base, quelle que soit quasiment la situation. Le neuromonitoring est indispensable pour conduire une ventilation dans les situations les plus difficiles chez ces patients. La PIC, c'est nécessaire et indispensable. Le Doppler transcrânien répété et peut-être dans certains cas la oxymétrie. La PEP a peu de conséquences, donc il faut, je pense, se rassurer quand même beaucoup sur la PEP chez ces patients-là, que l'hyperventilation doit rester uniquement réservée aux situations de sauvetage et ne peut être que transitoire. Et que peut-être que dans certaines situations, l'hypercapnie, dont on avait tant peur, pourrait être intéressante. Je vous remercie beaucoup.